Il a inspiré des générations d'auteurs, influencé le système de magie de Donjons et Dragons, marqué durablement la science-fiction et la fantasy, et pourtant, son nom reste aujourd'hui bien moins connu que ceux d'Isaac Asimov, d'Arthur C. Clarke ou de Philip K. Dick. Alors, comment expliquer qu'un écrivain admiré par des auteurs comme George R.R. Martin soit devenu ce que certains appellent l'auteur préféré de ton auteur préféré? Des planètes extravagantes de Chai aux intrigues raffinées des princes démons en passant par le monde crépusculaire de la Terre mourante, Jack Vance a passé sa carrière à inventer des civilisations entières, leurs coutumes, leurs absurdités, leur langage et parfois même leurs obsessions. Et son influence est partout. Dans Sun Explorer, on va découvrir qui était réellement Jack Vance, comment cet écrivain à l'imagination démesurée a construit une œuvre aussi singulière et pourquoi, plus de 70 ans après ses débuts, la science-fiction et la fantasy continuent encore de lui emprunter des idées. Avec un petit effet secondaire possible, certains lecteurs ouvrent un roman de Jack Vance et se retrouvent quelques mois plus tard avec toute sa bibliographie dans leur bibliothèque. C'est un risque réel, tu es prévenu. Mais pour comprendre comment Jack Vance est devenu cet auteur incroyable, il faut commencer bien avant Chai ou la Terre mourante, à une époque où un enfant a été touché par l'imaginaire. Jack Vance naît le 28 août 1916 à San Francisco sous le nom de John Holbrook Vance. Il grandit dans une Californie encore très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Quelques années plus tard, la séparation de ses parents bouleverse le quotidien de la famille et le jeune Jack s'installe avec sa mère dans un grand ranch situé près d'Oakland. Un décor fait de collines, de forêts et de grands espaces qui nourrit déjà son imagination. Et pour un futur créateur de planètes exotiques, c'est un terrain de jeu bien inspirant. Très tôt, il développe une curiosité insatiable. Il dévore tout ce qui lui tombe sous la main. Romans d'aventure, récits historiques, littérature classique, mais aussi les premiers magazines de science-fiction qui connaissent alors un véritable essor. Parmi les auteurs qui le marquent durablement, on retrouve Jules Verne, Edgar Rice Burroughs, H.G. Wells et Lord Dunsany. Chacun lui apporte quelque chose. Le sens de l'aventure, le goût de l'étrange, l'exploration de mondes inconnus, ou encore cette capacité à faire croire, le temps d'un livre, que l'impossible est parfaitement crédible. Mais il ne se passionne pas uniquement pour la littérature. La musique occupe également une place importante dans sa vie. Il apprend plusieurs instruments, chante, s'intéresse au jazz et à la musique classique. Cette sensibilité artistique transparaîtra plus tard dans son écriture, où les rythmes des phrases, le choix des mots et la musicalité des dialogues semblent souvent travailler avec une précision d'orfèvre. Chez Vance, on ne lit pas seulement une histoire, on écoute presque une voix. Après le lycée, il intègre l'Université de Californie à Berkeley. Mais là encore, difficile de l'enfermer dans une seule discipline. Il suit des cours de physique, de journalisme, d'ingénierie, de minéralogie ou encore de littérature anglaise. Autrement dit, il butine les connaissances avec un enthousiasme qui ferait passer un onglet Wikipédia pour une lecture linéaire. Cette curiosité tous azimuts deviendra l'une des grandes forces de son œuvre. Chez lui, les sciences, les arts, la linguistique, l'histoire ou la sociologie se mêlent naturellement pour donner naissance à des civilisations d'une richesse exceptionnelle. Ce qui le fascinait avant tout, c'était l'être humain, ses habitudes, ses croyances, ses contradictions et l'incroyable diversité des façons de vivre. Une fascination qui ne fera que grandir au fil de ses voyages et de ses rencontres. Jack Vance commence par exercer une multitude de métiers. Et quand je dis une multitude, ce n'est pas une figure de style. Au fil des années, il est notamment ouvrier, employé de bureau, musicien, soudeur, pêcheur ou encore charpentier. Une succession d'expériences qui lui permet de côtoyer des personnalités, des milieux sociaux et des façons de vivre extrêmement variées. Avec le recul, on a presque l'impression qu'il accumule de la documentation pour ses futurs romans. Sauf qu'à l'époque, il cherche surtout à gagner sa vie. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, il souhaite s'engager, mais une première tentative tourne court. Sa vue est jugée insuffisante. Une déconvenue qui aurait découragé bien des candidats, mais pas Jack Vance. Selon une anecdote souvent rapportée, il mémorise tout simplement le tableau utilisé lors du test de vision afin de réussir l'examen lors de sa seconde tentative. Si l'histoire est devenue presque légendaire chez les passionnés de Vance, elle résume assez bien le personnage. Lorsqu'une porte se ferme, il préfère généralement trouver une fenêtre ou redessiner une porte. Il finit par intégrer la marine marchande américaine. Il sillonne les océans du Pacifique.
Il découvre des ports, des paysages, des langues et surtout des cultures extrêmement différentes. Cette expérience laissera une empreinte profonde sur son imagination. Plus tard, lorsqu'il inventera les sociétés complexes de Chai, les mondes d'Alastor ou les peuples hauts en couleur de la Terre mourante, on sentira toujours cette curiosité presque ethnographique. Chez Vance, l'exotisme n'est jamais un simple décor, c'est une manière de réfléchir à la diversité humaine. C'est également à cette époque qu'il commence à écrire avec davantage de régularité. Entre deux traversées, il remplit des carnets d'idées, imagine des nouvelles et affine peu à peu un style qui ne ressemble déjà à aucun autre. Là où certains auteurs bâtissent d'abord des intrigues, lui commence souvent par créer une société, ses règles, ses coutumes, ses expressions, avant d'y faire évoluer ses personnages. Une méthode qui explique sans doute pourquoi ces univers donnent encore aujourd'hui cette impression de profondeur et d'authenticité. Et bientôt, une rencontre va transformer sa vie autant que ses voyages, celle d'une jeune femme nommée Norma. Une présence discrète, mais qui deviendra l'un des piliers de son existence et à sa manière de son œuvre. En 1946, peu après la fin de la guerre, Jack Vance épouse Norma Geneviève Vance. Les deux jeunes mariés commencent alors une aventure qui durera plus de 60 ans. Si Jack est celui dont le nom apparaît sur les couvertures des romans, Norma restera toujours une présence essentielle, discrète mais constante. Ceux qui les ont rencontrés décrivent un couple particulièrement soudé, animé par une même curiosité pour le monde et un même goût du voyage. Et des voyages, ils vont en faire beaucoup. Pendant des décennies, Jack et Norma parcourt l'Europe, l'Asie, l'Afrique, le Pacifique et bien d'autres régions du globe, souvent pendant plusieurs mois, parfois même une année entière. Ils privilégient les longs séjours plutôt que les visites éclairs. Ils observent, discutent, découvrent les traditions locales, les marchés, les paysages et les façons de vivre. Cette curiosité n'a rien de touristique. Ils cherchent à comprendre les cultures qu'ils rencontrent. Lorsque l'on lit les romans de Jack Vance, cette influence saute aux yeux. Les sociétés qu'il imagine possèdent leur propre code, leurs expressions, leur hiérarchie, leurs rites et leurs absurdités aussi. Chaque peuple semble avoir une histoire qui dépasse largement celle racontée dans le livre. On a parfois l'impression que l'auteur a réellement visité ces planètes avant de les décrire. Bon, il n'existe malheureusement aucune ligne aérienne directe pour Chai, j'ai vérifié, mais c'est peut-être mieux comme ça. Ces expériences nourrissent profondément son écriture. Contrairement à de nombreux auteurs de science-fiction qui placent la technologie au premier plan, Jack Vance s'intéresse avant tout aux civilisations. Ses romans parlent finalement moins de fusées que des êtres qui montent dedans. Ce qui le fascine, ce n'est pas seulement l'ailleurs, mais la manière dont des sociétés différentes inventent des façons différentes de vivre, de penser et parfois de compliquer très sérieusement l'existence de leurs voisins. Norma accompagne également Jack dans son travail d'écrivain. Elle relit ses textes, tape ses manuscrits, gère une grande partie de l'organisation quotidienne et devient au fil des années sa première lectrice. Lorsque sa vue commence progressivement à décliner, son rôle prend une importance encore plus grande. Elle devient ses yeux lorsque les siens ne suffisent plus, lui permettant de continuer à écrire malgré une cécité qui aurait mis un terme à sa carrière. Cette complicité traverse toute leur vie. Elle explique sans doute pourquoi tant de visiteurs ayant eu la chance de les rencontrer parlent moins d'un écrivain célèbre que d'un couple d'une grande simplicité, toujours prêt à partager une anecdote de voyage ou à discuter littérature autour d'un café. Une image qui contraste agréablement avec celle du génie inaccessible que l'on associe parfois aux grands auteurs. Mais pendant que Jack et Norma construisent cette vie à deux, une autre aventure commence en parallèle. Dans les années qui suivent, les magazines de science-fiction ouvrent leurs pages à un jeune écrivain dont le style ne ressemble déjà à aucun autre. Sans le savoir, Jack Vance est en train de poser les premières pierres d'une œuvre qui marquera durablement toute l'histoire de la science-fiction. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Jack Vance est bien décidé à vivre de son écriture, une ambition qui à l'époque relève presque du pari. La science-fiction n'a pas encore la reconnaissance littéraire qu'elle obtiendra plusieurs décennies plus tard. Le genre vit principalement dans les magazines, ces célèbres pulps imprimés sur un magazine si bon marché qu'il jaunissait. Ce n'était peut-être pas très prestigieux, mais c'était là que naissaient les mondes de demain. Jack commence donc, comme beaucoup de ses contemporains, par écrire des nouvelles. En 1945, il publie son
premier texte, The World Thinker. D'autres suivent rapidement dans des revues comme Thrilling Wonder Stories ou Startling Stories. Les débuts sont encourageants, mais rien n'est encore gagné. Les rémunérations restent modestes, les délais sont serrés et la concurrence est dure. Il faut se faire remarquer au milieu d'auteurs déjà bien installés. À cette époque, le paysage de la science-fiction américaine est en pleine effervescence. Isaac Asimov imagine les lois de la robotique, Robert A. Heinlein renouvelle le space opéra, tandis qu'Arthur C. Clarke commence à bâtir sa réputation. Jack Vance évolue donc au sein d'une génération exceptionnelle. Pourtant, dès ses premiers récits, quelque chose le distingue de ses collègues. Là où beaucoup d'auteurs construisent leurs histoires autour d'une invention scientifique ou d'une grande idée technologique, Vance s'intéresse d'abord aux habitants de ces mondes. Comment parlent-ils? Quelles sont leurs traditions? Leur manière de commercer? De rendre la justice? De saluer un inconnu? Chez lui, même un simple repas peut devenir un voyage culturel. Et si un héros refuse un plat local, il risque parfois de déclencher un incident diplomatique sans même s'en rendre compte. Peu à peu, les lecteurs remarquent cette approche singulière. Les intrigues sont passionnantes, bien sûr, mais ce sont surtout les décors humains qui marquent les esprits. Chaque civilisation semble exister bien avant l'arrivée du héros et continue à vivre une fois que le livre est fermé. Cette impression de profondeur deviendra l'une des signatures de Jack Vance. Les années 1950 marquent un véritable tournant. Les nouvelles laissent progressivement place au roman. Son nom commence à circuler parmi les amateurs du genre, tandis que les critiques saluent déjà la richesse de son imagination et la finesse de son style. Sans chercher la lumière, Jack Vance est en train de devenir l'un des écrivains les plus originaux de sa génération. Et c'est ce style si particulier qui va faire de lui bien plus qu'un simple auteur de science-fiction. Car lire Jack Vance, ce n'est pas seulement découvrir une histoire, c'est entrer dans un univers où chaque mot, chaque coutume et chaque dialogue participent à construire un monde d'une étonnante crédibilité. Une alchimie littéraire que peu d'auteurs sont parvenus à reproduire. Il est parfois difficile d'expliquer ce qui distingue un grand écrivain d'un bon écrivain. Avec Jack Vance, pourtant, il suffit souvent de quelques pages pour reconnaître sa plume. Son style possède une identité immédiatement perceptible, non pas parce qu'il multiplie les effets spectaculaires, mais parce qu'il accorde autant d'importance à la manière de raconter qu'à l'histoire elle-même. La première chose qui frappe, c'est son langage. Vance choisit ses mots avec une précision remarquable. Son vocabulaire est riche, parfois étonnant, mais jamais gratuit. Chaque terme semble avoir été sélectionné pour donner une couleur particulière à une civilisation, à un personnage ou à une situation. Certains lecteurs parlent même d'une écriture baroque. Personnellement, je dirais plutôt qu'elle est délicieusement raffinée. Bon, il faut parfois garder un dictionnaire à portée de la main, mais voilà. Mais c'est un peu comme visiter un pays étranger où on se perd légèrement avant d'en apprécier toute la richesse. Ces dialogues constituent une autre de ses grandes forces. Dans beaucoup de romans de science-fiction, les personnages parlent avant tout pour faire avancer l'intrigue. Chez Jack Vance, ils parlent pour révéler leur culture. Une simple négociation commerciale, un échange de politesse ou un repas peuvent devenir des scènes de tension, d'humour ou de manipulation. Chaque peuple possède ses propres codes, ses propres références et sa manière bien à lui de considérer le monde. Et le lecteur apprend à les découvrir en même temps que les protagonistes. Cette attention portée aux civilisations est probablement ce qui rend son œuvre si singulière. Là où certains auteurs imaginent d'abord une technologie révolutionnaire ou un concept scientifique, Jack Vance commence souvent par se poser d'autres questions comme comment vivraient les habitants de ce monde? Que mangent-ils? Comment élèvent-ils leurs enfants? Quelles règles considèrent-ils comme évidente, car après tout, il suffit de voyager un petit peu sur notre propre planète pour découvrir que ce qui semble naturel ici paraît parfois complètement étrange ailleurs. C'est sans doute pour cette raison que ces univers donnent l'impression d'avoir une histoire qui dépasse largement le cadre du récit. Les héros ne traversent pas des décors de carton-pâte construits pour les besoins de l'intrigue. Ils évoluent dans des sociétés qui semblent exister depuis des siècles, avec leurs traditions, leurs conflits, leurs coutumes et leurs contradictions. Le monde ne tourne pas autour du personnage principal et quelque part c'est reposant pour l'ego. Une autre caractéristique de son écriture est son humour. Un humour discret, souvent pince sans rire et qui passe autant par les dialogues que par les situations. Jack Vance ne cherche pas à faire éclater de rire son lecteur. Il préfère provoquer ce petit sourire en coin qui apparaît lorsqu'un personnage, persuadé d'agir avec une logique irréprochable, se retrouve confronté à une civilisation dont les règles sont totalement différentes des siennes.
Les malentendus deviennent alors une formidable source de comédie et parfois de catastrophe. Enfin, il y a ces personnages. Contrairement à beaucoup de récits d'aventure, ils ne sont ni totalement héroïques, ni complètement monstrueux. Ils sont opportunistes, curieux, prudents, parfois égoïstes et souvent intelligents. Ils s'adaptent davantage qu'ils ne triomphent. Chez Jack Vance, survivre passe moins par la force que par la compréhension des règles du jeu. Et lorsqu'on ignore ces règles, les conséquences peuvent être particulièrement mémorables. C'est cette combinaison entre un style élégant, des civilisations d'une incroyable richesse, un humour subtil et une profonde curiosité pour les comportements humains qui explique pourquoi Jack Vance est devenu une référence pour tant d'écrivains. Il ne construisait pas simplement des mondes, il leur donnait une âme. Et cette âme, on la retrouve dans chacune des grandes œuvres qui ont jalonné sa carrière. Certaines ont révolutionné la fantasy, d'autres ont marqué durablement la science-fiction, tout en revanche portent cette signature inimitable qui fait qu'après avoir lu quelques pages, on sait déjà que l'on est chez Jack Vance. Les étoiles, Jack Vance va en explorer un nombre impressionnant. Dès les années 1950, il multiplie les expériences. Dans The Houses of Ism, ou Les Maisons d'Ism, remanié en 1964, il imagine une planète dont les habitants cultivent de gigantesques arbres qui servent directement d'habitation et dont ils protègent jalousement le monopole. Derrière cette idée délicieusement étrange se dessine déjà l'un des thèmes favoris de Vance, la manière dont une ressource, une technologie ou une coutume peut organiser toute une société. Avec les langages de Poe ou The Language of Poe, publié en volume en 1958, il pousse l'expérience encore un peu plus loin. Peut-on transformer un peuple en transformant sa langue? Plusieurs langages artificiels sont introduits afin de favoriser chez différentes catégories de la population des comportements spécifiques, donnant naissance à une fascinante expérience de pensée sur les rapports entre langage, culture et organisation sociale. Quelques années auparavant, Vance avait déjà imaginé La planète géante ou Big Planet de 1957, un monde démesuré, sans métaux et divisé en une multitude de sociétés indépendantes. Une mission venue de la Terre doit traverser cette planète pour atteindre sa destination et découvre en chemin une succession de peuples, de coutumes et de systèmes politiques. Autrement dit, le terrain de jeu idéal pour Jack Vance. J'ai d'ailleurs consacré une chronique entière à La planète géante si tu veux explorer ce monde plus en détail. Jack Vance reviendra bien plus tard dans cet univers avec Showboat World ou Les Baladins de la planète géante de 1975, où une troupe de théâtre navigue de ville en ville afin de participer à une grande compétition artistique. Un road trip théâtral sur une planète gigantesque. Parfois, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi j'aime Jack Vance. En 1963, paraît en magazine Les Maîtres des Dragons, qui lui vaudra le prix Hugo l'année suivante. Sur une planète régulièrement attaquée par une espèce extraterrestre, les humains ont sélectionné et transformé leurs prisonniers aliens afin d'en faire différentes créatures de combat. Mais leurs adversaires ont eu exactement la même idée avec les humains qu'ils ont capturés. Derrière le récit d'affrontement se cache donc un jeu de miroir particulièrement cruel sur la domination et l'exploitation. Autre texte majeur, Le Dernier Château ou The Last Castle de 1966, qui met en scène une aristocratie humaine revenue vivre sur Terre et dont le confort dépend entièrement d'espèces d'extraterrestres serviles. Lorsque l'une de ces populations se révolte, cette société, persuadée de sa propre supériorité, découvre assez brutalement qu'elle ne sait plus fonctionner seule. Cette nouvelle recevra à la fois le Nebula et le Hugo. Mais l'un des grands monuments de la science-fiction vancienne reste évidemment le cycle de la geste des princes démons. Le principe pourrait presque tenir en une phrase. 5 criminels ont détruit la colonie où vivait Kirst Gerson. Il consacrera sa vie à retrouver et éliminer chacun d'eux. 5 princes démons, 5 romans, Le Prince des Étoiles, La Machine à tuer, Le Palais de l'amour, Le Visage du démon et Le Livre des rêves. Mais derrière cette vengeance se cache un formidable voyage à travers l'œcumène et l'au-delà, où Gerson traverse des planètes, des institutions et des milieux sociaux extrêmement différents. Chaque prince démon possède également sa personnalité, ses obsessions et son propre rapport au pouvoir, ce qui évite au cycle de devenir une simple liste de personnes à éliminer. Et Vance agrémente même
même ses chapitres d'extraits de guides, d'ouvrages historiques ou de textes fictifs qui donnent l'impression que cet univers possède une littérature et une histoire indépendantes du récit. Puis à partir de 1968 vient Chai, ou Planet of Adventure, composé de le Chash, le Wank, le Dirdir et le Pnum. Adam Riss se retrouve isolé sur une planète où plusieurs espèces extraterrestres dominent ou influencent des populations humaines ayant développé une extraordinaire diversité de cultures. Son objectif est simple, rentrer sur Terre. Le problème, c'est qu'il lui faut pour cela traverser Chai. Et si tu as vu ma chronique consacrée au cycle, tu sais déjà que sur cette planète, même acheter un billet peut probablement finir en catastrophe. En 1969, Amphirio raconte le parcours de Gil Tarvok, fils d'un artisan vivant dans une société rigide où la place de chacun semble déterminée à l'avance. Fasciné par la figure légendaire d'Amphirio, il va progressivement remettre en question l'ordre établi dans l'un des romans les plus ouvertement sociaux de Vance, où se croisent créations artistiques, travail, privilèges et liberté. Au début des années 1970, arrive ensuite la trilogie des chroniques de Durdain, L'homme sans visage, Les paladins de la liberté et Azutra. Sur Durdain, une partie de la population porte un torque explosif autour du cou, permettant à l'autorité de sanctionner définitivement ceux qui enfreignent les règles. On a connu des contraventions légèrement moins radicales. À travers Gastel et Zwein, Vance s'intéresse au contrôle politique, à la responsabilité et surtout à cette question toujours délicate: que fait-on après avoir renversé le pouvoir que l'on combattait? Vient ensuite le cycle d'Alastor, composé de Trullion, Alastor 2262, Marune, Alastor 933 et Uist, Alastor 1716. L'Amas d'Alastor compte des milliers de systèmes sous l'autorité du Conatique, mais chacun des trois romans explore une société différente et peut largement se lire indépendamment. Trullion nous emmène sur un monde où le spectaculaire jeu de Hussade occupe une place centrale. Marune suit un homme amnésique cherchant à retrouver son identité sur une planète dont les multiples soleils et les cycles de lumière ont profondément façonné les coutumes, tandis que Uist confronte son protagoniste à une société ayant poussé très loin son idéal égalitaire, avec des résultats qui démontrent une nouvelle fois que Vance se méfie beaucoup des systèmes parfaits. En 1974, les domaines de Coryphon s'intéressent à une planète où les descendants de colons humains et les populations qui occupaient auparavant certains territoires s'affrontent autour de la propriété et de la légitimité historique. Le roman aborde ainsi colonisation, territoire et construction des récits historiques avec toute l'ambiguïté morale dont Vance est capable. 2 ans plus tard, Un tour en Taïri ou Mask Taïri de 1976 suit Jubal Road, jeune homme ambitieux venu d'une région périphérique et bien décidé à trouver sa place dans une société gouvernée par des coutumes et des rapports politiques particulièrement complexes. C'est presque une spécialité vancienne de prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas les règles, de le jeter au milieu de ceux qui les maîtrisent parfaitement et de regarder ce qui se passe. Mais Vance ne se limite pas aux grandes sagas. Dans Un monde d'azur ou The Blue World de 1966, une communauté humaine vit depuis des générations sur d'immenses structures végétales flottant à la surface d'une planète presque entièrement recouverte d'eau, sous la menace de gigantesques créatures marines. Derrière cet environnement incroyable, Vance raconte encore une société figée dont un individu commence à remettre en cause les traditions. Et puis il y a Space Opera de 1965, dont le titre est à prendre presque littéralement, puisqu'une compagnie d'opéra terrestre embarque pour une tournée interstellaire afin d'apporter les grandes œuvres musicales de l'humanité aux civilisations extraterrestres. Évidemment, personne n'a vraiment demandé aux extraterrestres s'ils avaient envie d'écouter de l'opéra. Le résultat permet à Vance de jouer avec le choc des cultures et avec notre tendance très humaine à considérer nos propres goûts comme universels. Il faut également parler du Papillon de Lune, l'une de ses nouvelles les plus célèbres. Sur la planète Sirène, les habitants portent des masques qui indiquent leur statut et accompagnent leurs paroles d'instruments de musique. Un agent venu de l'extérieur doit donc apprendre rapidement ces codes afin de retrouver un criminel. En quelques dizaines de pages, Vance construit une culture d'une telle richesse que Papillon de Lune constitue presque un modèle réduit de toute son œuvre. Langage, musique, hiérarchie, coutumes et un étranger qui comprend que connaître les règles peut être beaucoup plus utile que posséder une arme. Et puis Vance va revenir à la fantasy avec une ambition considérable. Dans les années 1980 paraît Lioness, trilogie composée du Jardin de Suldrun ou Suldrun's Garden
Garden, de la Perle Verte ou de Green Pearl et de Madouk. L'action se déroule dans les mythiques îles anciennes, un archipel imaginaire situé au large de l'Europe et mêle guerre dynastique, diplomatie, magie, fées et langage celtique. C'est une fantaisie parfois merveilleuse et parfois extrêmement cruelle, où les souverains complotent, les magiciens poursuivent leurs propres objectifs et les créatures féeriques sont nettement moins fréquentables que leur réputation moderne pourrait le laisser croire. Madouk recevra d'ailleurs le World Fantasy Award. À la même période, Vance développe les Chroniques de Cadwal. La trilogie originale comprend la station d'Araminta ou Araminta Station, Bonne Vieille Terre ou Ex-Undolders et Troy. Cadwal est une planète transformée en réserve naturelle où l'installation humaine est strictement réglementée. Évidemment, les intérêts personnels, les privilèges et les ambitions politiques vont progressivement rendre la protection de ce petit paradis beaucoup plus compliquée que prévu. Même arrivé dans les dernières décennies de sa carrière, Vance continue encore de créer de nouveaux mondes. Dans La Mémoire des étoiles ou Night Lamp de 1996, Jarofat commence à comprendre un passé traumatique dont sa mémoire ne conserve que des fragments. Une quête identitaire qui va l'entraîner à travers différentes sociétés. Puis, Escale dans les étoiles ou Ports of Call, suivi de Lurulu, prend presque la forme d'un dernier grand carnet de voyage galactique. Mirontani embarque sur un vaisseau qui multiplie les escales, permettant à Vance d'inventer une dernière succession de planètes, de coutumes et de personnages excentriques. L'intrigue elle-même devient presque secondaire. Le véritable plaisir est celui du voyage. Et nous pourrions continuer longtemps. La vie éternelle imagine une société où l'accès à une existence potentiellement illimitée constitue le privilège suprême. Les aventures de Magnus Ridolf mettent en scène un aventurier et détective interstellaire cultivé qui préfère généralement résoudre les problèmes par l'intelligence et la ruse. Et les nombreux recueils de nouvelles de Vance regorgent encore de mondes qui n'existent parfois que pendant quelques dizaines de pages, mais donnent l'impression pourtant d'avoir plusieurs siècles d'histoire. Cette profusion permet de mesurer ce qui rend sa bibliographie si particulière. Jack Vance ne s'est pas contenté de construire un grand univers qu'il aurait ensuite exploré pendant toute sa carrière, il en a inventé encore et encore, parfois pour une saga entière, parfois pour un seul roman et parfois simplement pour une nouvelle. Et malgré cette diversité, on retrouve toujours sa signature, des sociétés aux règles minutieuses, des personnages contraints de les comprendre, des dialogues où chacun tente de prendre l'avantage et cette ironie discrète qui semble nous souffler que, finalement, les extraterrestres ne sont peut-être pas beaucoup plus étranges que nous. Si Jack Vance n'a jamais été une superstar médiatique, son influence sur la littérature de l'imaginaire est absolument considérable. Le plus étonnant, c'est qu'elle est parfois invisible. Beaucoup de lecteurs, de joueurs ou de spectateurs connaissent certaines de ses idées sans jamais avoir lu une seule ligne de ses romans. L'exemple le plus célèbre est sans doute Donjons et Dragons. Lorsque Gary Gygax et Dave Arneson mettent au point leur jeu de rôle au début des années 1970, ils s'inspirent directement de La Terre mourante, le principe selon lequel un magicien mémorise un nombre limité de sorts avant de les oublier une fois lancés, provient directement de Jack Vance, au point que les rôlistes parlent encore aujourd'hui de magie vancienne. Son influence se retrouve également chez de nombreux auteurs de fantasy et de science-fiction. George R.R. Martin a souvent exprimé son admiration pour son œuvre. Gene Wolfe, Michael Shea ou encore Dan Simmons reconnaissent eux aussi ce qu'ils lui doivent chacun à leur manière. Tous saluent cette capacité presque unique à créer des sociétés crédibles, complexes et profondément vivantes. Même à l'écran, certains amateurs ont relevé des ressemblances entre les univers de Jack Vance et celui de Star Trek. Plusieurs épisodes de la série originale mettent en scène des planètes gouvernées par des coutumes très particulières ou des systèmes sociaux étonnants, une approche qui rappelle parfois les constructions culturelles si chères à Vance. Il est difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une influence directe, mais les parallèles sont suffisamment nombreux pour nourrir les discussions des passionnés depuis des décennies. L'influence de Jack Vance dépasse pourtant les simples idées. Elle tient aussi à sa manière d'écrire. Là où beaucoup de récits de science-fiction placent la technologie au premier plan, lui rappelle que les inventions ne prennent réellement sens qu'à travers les sociétés qui les utilisent. Ses romans parlent de commerce, de politique, de langage, de religion, de tradition et de hiérarchie sociale, bref, de tout ce qui fait fonctionner une civilisation. Une approche que l'on retrouve aujourd'hui chez de nombreux
nombreux auteurs contemporains, parfois sans qu'ils en aient pleinement conscience. Cette admiration prendra une forme tout à fait exceptionnelle au début des années 2000. Des centaines de passionnés venus du monde entier décident alors de se lancer dans un projet gigantesque. Retrouver les manuscrits, comparer les différentes éditions, corriger les erreurs accumulées au fil des décennies et publier les textes de Jack Vance dans leur version la plus fidèle possible. Ce travail titanesque donnera naissance à la Vance Integral Edition, souvent abrégée VIE, V-I-E. C'est beau. Peu d'écrivains peuvent se vanter d'avoir suscité un tel élan collectif de la part de leurs lecteurs. Il faut dire qu'avec une bibliographie aussi vaste, il y avait de quoi occuper quelques soirées, et aussi quelques milliers de cafés. Cette reconnaissance de ses pairs est sans doute le plus bel hommage que puisse recevoir un écrivain, car si le grand public connaît parfois mal son nom, ceux qui écrivent de la science-fiction ou de la fantasy savent très bien à qui ils doivent une partie de leur héritage. À partir des années 1980, la vue de Jack Vance commence à décliner sérieusement. Atteint d'une maladie oculaire évolutive, il perd progressivement la quasi-totalité de sa vision. Pour un écrivain dont chaque phrase semble peser avec une précision d'horloger, l'épreuve pourrait paraître insurmontable. Pourtant, une fois encore, Jack Vance refuse de se laisser définir par les obstacles. Aux côtés de Norma Genevieve Vance, il adapte sa manière de travailler. Il continue d'écrire, dicte certains passages, s'appuie sur les outils informatiques qui deviennent progressivement accessible et bénéficie du soutien constant de celle qui partage sa vie depuis plus de 40 ans. Leur complicité, déjà essentielle au quotidien, devient alors l'un des piliers lui permettant de poursuivre son œuvre. Au début des années 2000, des passionnés du monde entier lancent un projet aussi ambitieux qu'inédit, la Vance Integral Edition, ou VIE comme je le disais plus tôt. Des centaines de bénévoles participent à cette aventure éditoriale hors norme. Peu d'écrivains ont eu la chance d'assister de leur vivant à une telle démonstration d'affection de la part de leurs lecteurs. Cette reconnaissance ne vient pas seulement du public. Au fil des décennies, Jack Vance reçoit de nombreuses distinctions, parmi lesquelles plusieurs prix Hugo, un prix Nebula, un World Fantasy Award, ainsi que le prestigieux titre de Grand Master décerné par la Science Fiction and Fantasy Writers of America. Des récompenses qui saluent une carrière exceptionnelle, mais qui ne semblent jamais avoir changé sa personnalité. Ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer décrivent un homme discret, courtois, volontiers malicieux et toujours curieux des autres. Le 26 mai 2013, Jack Vance s'éteint à l'âge de 96 ans, dans sa maison d'Auckland. Il laisse derrière lui plus d'une soixantaine de romans, des dizaines de nouvelles, une influence immense et des générations de lecteurs convaincus que les plus grands voyages commencent souvent en tournant une simple page. Car finalement, c'est peut-être cela qui résume le mieux Jack Vance. Il n'a jamais cherché à prédire notre avenir, il a préféré nous montrer l'infinie diversité des façons d'être humains. Ces mondes ne sont pas seulement peuplés d'extraterrestres, de magiciens ou d'aventuriers. Ils sont habités par des cultures, des traditions, des contradictions et des individus qui nous renvoient sans cesse à notre propre société. Plus de 10 ans après sa disparition, son œuvre continue d'inspirer écrivains, créateurs de jeux de rôle, chercheurs, passionnés de fantasy et amoureux de science-fiction. Et si tu n'as jamais encore ouvert un roman de Jack Vance, il y a une bonne nouvelle parce que tu as devant toi des dizaines de voyages extraordinaires qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu embarques. Si cette exploration de Jack Vance t'a donné envie de le lire ou de le relire, dis-moi en commentaire quel est ton roman préféré ou celui que tu aimerais lire en premier. Et si tu apprécies ce type de portrait consacré aux grands auteurs de l'imaginaire, pense à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains Explorers. Tu peux aussi laisser un pouce, booster et partager cette vidéo, ce qui est très important pour la chaîne. Un grand merci aussi à Stéphane Simonetti 723 pour le Super 5. Merci tout le monde. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mondes de la science-fiction avec Philippe José Farmer qui m'a plusieurs fois été suggéré en commentaire. D'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas d'explorer de nouveaux horizons avec la science-fiction. Can you prove that it didn't happen?